C'est là que l'opposition se rend compte qu'ils n'avaient jamais eu de statut particulier, les opposants. Et c'est là que la société civile se rend compte que leur statut particulier n'avait jamais été pris en compte. C'est là que les anciens dirigeants se rendent compte que nous, on n'a pas de statut particulier. C'est là que le pouvoir traditionnel, les chefs coutumiers, les rois, quand je parle de la société civile, je vois par exemple les communautés religieuses. Donc toutes ces couches se rendent compte qu'ils peuvent être associés à la gestion de la chose publique. Le roi peut avoir un traitement pour faire face aux besoins de sa royauté. Les anciens dirigeants peuvent être pris en compte, avoir un statut particulier après le départ de leur fonction, après leur départ en retraite. J'ai eu l'occasion à La Rochelle de rencontrer les anciens premiers ministres. Mais moi, je me suis rendu compte qu'ici, par exemple, les premiers ministres ont leur secrétaire. Ils bénéficient d'un traitement. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Ce n'est pas le cas au Congo. Quelqu'un qui a été deuxième personnalité du pays, vous le voyez dans la rue, attendre un moyen, sans un traitement préalable. Même quand il a des problèmes de santé, il n'arrive pas à être pris en charge. On se rend compte que nos anciens dirigeants, et qui ont assuré les destinées de notre pays, pour la plupart, ont eu l'âge de 30 à moins. Certains sont passés ministres avant 30 ans. Mais quand aujourd'hui qu'on dise que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir 40 ans. On va en France ici, où à 35 ans, on est ministre. Mais vous n'allez pas me dire qu'au Congo, il y a un ministre qui a 35 ans, il y a un ministre qui a 25 ans, il y a un ministre qui a 28 ans. Mais c'est là que tout le monde se rend compte qu'ils peuvent être associés à la gestion de la chose publique. Maintenant, qu'on soit à la fin du mandat, parce que certains pensent qu'ils doivent arriver aux affaires. Ils doivent assurer la succession, ils doivent assurer le remplacement. Mais les autres couches défavorisées, c'est là que les gens posent comme préalable. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec la jeunesse à la Sorbonne. Donc, les gens se disent nos intérêts, nos situations. Parce que hier, le paysan ne connaissait pas la Constitution, le piroguier ne connaissait pas, l'agriculteur, le taximan ne connaissait pas. Maintenant que tout le monde, à la faveur de ce débat, un peu partout en Afrique, comme au Congo comme en Afrique, les gens se rendent compte que nous étions mis à l'écart et que nous pouvons être associés et nous pouvons bénéficier des avantages autant que tout le monde. Vous êtes prolixe, c'est très bien. Voilà la situation. Il est prolixe. Alors, je passerai la parole à notre confrère Bernard Poche, qui va essayer d'évoquer un peu vos tournées. Oui. La première question que j'aimerais vous poser, monsieur, qu'est-ce que vous en retenez de l'échange que vous avez eu entre vous et ceux que vous avez rencontrés lors de vos tournées? La préoccupation fondamentale était de communiquer mon message. Mon message après une analyse, après des recherches, je me suis rendu compte que la démocratie, c'est vrai, elle est universelle, mais la démocratie obéit aux normes, aux cultures, au climat et aux réalités des nations. C'est comme ça que dans mon ouvrage, j'ai eu à développer la démocratie à l'africaine. Donc le bon sens que je définis comme une vertu de la démocratie à l'africaine fondée sur le dialogue, le consensus, la concertation, le compromis et les valeurs initiatiques, par les recours vers nos valeurs ancestrales, à l'image de nos aïeux, comment ils faisaient pour résoudre les différents conflits qui naissaient dans nos sociétés anciennes. Et j'ai défini l'alternance absolue comme le respect strict des textes existants. Et c'est le message que j'essaie de communiquer à travers les nations et que j'estime un message de paix, parce que j'invite les Africains à dialoguer, à échanger, à trouver un consensus à l'image de ce qui se passe aujourd'hui
en référence à la Libye, où les gens n'arrivent pas à s'accorder aujourd'hui. J'invite les Libyens au dialogue, et comme les autres nations, en conflit, en difficulté. Et c'est le message que je communique à travers les nations, à travers mes différentes tournées, à travers les échanges avec les cadres, les intellectuels, les universitaires. Parce que j'estime que la mission de paix, la mission de stabilité, de sauvegarde de vie humaine n'a pas de prix. Est-ce que vous pensez que c'est possible en Afrique d'arriver à ce stade-là? Je propose ma recette à qui veut l'accepter. Il revient aux uns et aux autres de l'accepter comme de le refuser, à choisir la voie du malheur comme la voie du bonheur. Libre choix à tout un chacun. Yasmina, quand vous attendez cela, vous dites qu'il exhibe cet épouvantail de la peur libyenne, le malheur, etc. Est-ce que ce n'est pas une démagogie par rapport à cela? Ben, disons que justement, vous opposez dans votre livre la démocratie africaine et la démocratie à l'occidentale. Effectivement, on ne peut pas la plaquer de manière artificielle, l'importer de l'Occident et la plaquer sur le continent comme ça. Il faut tenir compte des réalités. Mais selon vous, quelle est justement la principale ou les principales entraves à cet avènement démocratique sur le continent? Madame, le constat a été fait. Après l'accession des pays africains à la dite démocratie, conditionnée par les conférences nationales souveraines, le constat a été fait aujourd'hui. Et après l'accession des pays africains à la dite démocratie, le constat est amer. C'est les chaos, les destructions, les pillages, les viols, les assassinats. Parce que justement, la démocratie n'est pas adaptée aux réalités, aux cultures, aux mœurs. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'une démocratie fondée sur les réalités des États, comme la démocratie, on peut le dire, la démocratie à la chinoise, la démocratie à l'américaine. La démocratie occidentale a été adaptée. Les Américains l'ont adaptée à leur réalité, les Chinois l'ont adaptée à leur réalité, les Français l'ont adaptée à leur réalité, l'Afrique doit l'adapter à sa réalité. Alors justement, la question que j'ai envie de vous poser, et que vous posez vous-même dans votre livre, à quel système politique aspirent les Africains? Les Africains aspirent à la réalité d'une démocratie fondée sur leur culture, leur réalité, parce que j'estime que c'est la démocratie fondée sur les réalités des nations, en utilisant justement les facteurs dont je fais allusion, du dialogue, du consensus, de la concertation. Pour moi, c'est un moyen d'apaisement des crises, en associant tous les acteurs à la gestion de la chose publique, où les intérêts des uns et des autres sont pris en compte, les différents acteurs se retrouvent dans la gestion d'une nation, et c'est en cela qu'on peut apaiser les crises dans tous les États, aujourd'hui en conflit. Moi, je reviens par rapport à vos tournées à travers le monde. Vous avez fait plusieurs pays, vous avez fait la Sorbonne, vous avez fait l'Université catholique de Lille, vous avez fait Amiens, vous avez été acclamé, vous avez été plébiscité. Il y a quelques récalcitrants qui disaient que voilà, non, il ne faut pas être là, mais beaucoup vous en ont acclamé. Alors, c'était quoi aujourd'hui? Le souffle s'est retombé un peu, on vous a oublié, donc on vous entend plus parler, vous êtes proche maintenant. Je continue à être invité. Il n'y a pas longtemps, je sors de National Press Club aux États-Unis, où je suis même passé à 52 millions de vues par la pertinence des sujets que j'ai évoqués là-bas. Aujourd'hui, il révèle à ceux qui ont des intérêts particuliers, ceux qui ont des intérêts privés et qui pensent qu'ils doivent les satisfaire au détriment des intérêts collectifs, des intérêts publics, de la situation des uns des autres. Alors, je repose encore la question pour passer la parole à mon confrère à gauche. Alors, quand on parle de l'alternance absolue, on voit d'ailleurs cette alternance absolue, certaines modalités, l'alternance absolue, les termes absolus, ça montre bien qu'il y a l'absolu dans cette alternance. Et moi, ça m'inquiète. La vraie démocratie demande à ce qu'il y ait la vraie alternance, pas absolue. Qu'est-ce que c'est cette différence de l'alternance absolue et la vraie alternance?
Je n'ai pas compris le... Dans mon ouvrage, je l'ai expliqué. Les bons sens, c'est aussi l'alternance, le respect des textes. Ah. Mais la différence, c'est que le mot absolument, coûte que coûte, quel que soit, même si, nous ne pouvons pas gérer une nation en plaçant devant le mot absolument, quel que soit. Parce que on a des cas de force majeure qui arrivent, qui peuvent arriver à un État et qui demandent à ce que, C'est-à-dire? quand j'ai parlé du bon sens, d'une démocratie fondée sur les réalités des États. Quand je parle de réalité, on voit la conjoncture. On voit la conjoncture. Parce que les textes sont inscrits noir et blanc. Les textes sont des copies-collées. Vous voyez? Donc à un certain moment, les situations évoluent. Les nations évoluent. Les hommes évoluent. Mais quand les hommes évoluent, les situations ne peuvent pas être les mêmes. C'est ça le problème. Si hier, on a un texte qui avait été inscrit en tenant compte des réalités du moment, mais avec l'évolution, avec les besoins de l'heure, est-ce que la situation est la même? Je l'ai dit tout à l'heure que la réussite de la démocratie n'est pas forcément le respect des mandats, le respect de l'alternance. La réussite de la démocratie, c'est la satisfaction des besoins vitaux, des besoins fondamentaux de la population. Moi, j'ai envie de vous poser une question que vous abordez encore une fois dans votre livre. C'est d'ailleurs tout un chapitre est intitulé Les piliers de la démocratie. Donc vous en énumérez un certain nombre que vous définissez brièvement. Et l'un de ces piliers, et là je vous cite, ce sont des élections libres, régulières, justes et démocratiques. Est-ce selon vous une réalité ou bien un vœu pieux? Oui, mais madame, quelle que soit la démocratie, qu'elle soit à l'occidentale ou à l'africaine, il y a élection libre, indépendante, où le peuple s'exprime. Parce qu'un chef d'État ne peut pas s'autoproclamer, il n'y en a jamais eu, s'autoproclamer chef d'État sans élection. Donc, quel que soit, à l'occidentale ou à l'africaine, il y a élection qui s'organise. Voilà. Mais est-ce qu'elles sont Où transparentes? le peuple se prononce. Oui, mais... est-ce qu'elles sont réellement libres et transparentes? La contestation des élections se passe partout en Afrique. Il n'y a jamais eu un pays africain qui est allé aux élections où il n'y a pas eu contestation des listes électorales, où il n'y a pas eu contestation des résultats électoraux. Ça se passe partout. Ça se passe partout. Les réclamations existent toujours. Mais au finish, on tranche toujours. Les différentes cours constitutionnelles finissent toujours par trancher. Justement, pardon, mais on remet quand même souvent en question le processus électoral, les modalités. Pendant les campagnes, des voix sont achetées. Dans un grand nombre de pays, on l'entend. Et je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais il n'y a pas de fumée sans feu quand même. Peut-être que justement, les élections ne sont pas si justes que cela. Si vous l'affirmez avec moi, donc vous constaterez que la démocratie dont nous faisons allusion est inadaptée au continent. Voilà pourquoi nous vivons ce que vous citez. Donc cette démocratie est inadaptée. Cette démocratie qui, en Occident, a eu des hauts et des bas. Mais que les gens veulent qu'on ait petit temps record, qu'elle soit appliquée à la lettre. Non. C'est vrai que je ne légitime pas ici. Je ne fais pas l'avocat du diable. Moi je dis en tant que chercheur, le constat que j'ai fait et notre rôle à nous, c'est aussi de dire les choses comme elles se présentent. Les réalités comme elles se présentent, afin que les uns et les autres les exploitent, au niveau interne qu'au niveau extérieur. Parce qu'il revient aussi aux observateurs de privilégier les intérêts collectifs et non les intérêts privés d'une certaine catégorie de gens. Parce qu'on voit des gens dans certains pays se réclament de l'opposition,
du centre, de la mouvance candidat. Et quand tout à l'heure j'ai parlé de l'exclusion de certaines catégories, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est les gens qui s'autoproclament, qui seront des candidats et qui ont le monopole, qui ont les titres fonciers, comme l'avait dit un de nos frères au Poule, qui ont le titre foncier des régions. Un tel a le titre foncier de telle région, c'est lui forcément qui va être candidat. Et ce n'est pas un jeune de 35 ans qui est à la diaspora, ici. Ce n'est pas un jeune de 38 ans qui peut être aussi candidat. Donc ce n'est pas forcément ceux qui s'autoproclament, qui réclament